Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Un Alter JT un peu particulier cette semaine puisqu'il sera question exclusivement de films, mais de films qui décrivent des réalités en prise avec l'actualité la plus brûlante. Israël est un vendeur d'armes de premier plan sur le marché international de l'armement. Un documentaire montre que le principal avantage comparatif de ce pays en la matière est qu'il peut tester ses armes grandeur nature sur la population palestinienne. Fairyland, un nom bien mystérieux pour un véritable ovni cinématographique et une fiction d'heroic fantasy qui prend fait et cause pour la cause animale. Son réalisateur, Maga Ettori, sera avec nous sur le plateau de l'Alter JT. Au Pérou, des vidéo-activistes mobilisent les exclus et rebelles pour leur apprendre à témoigner par l'image. Début octobre, plusieurs villes de France accueilleront un festival de cinéma pas comme les autres, Alter Natif, entièrement dédié aux films amérindiens. L'occasion d'un regard acéré sur le sort fait aux peuples autochtones du sous-continent américain. Une fois par mois, Ciné Attaque, Images Mouvementées, le collectif militant en charge de la programmation du festival du même nom, organise des projections sur des sujets sensibles à Paris. Le 14 septembre dernier, en partenariat avec l'association France-Palestine Solidarité, la FPS, il était question du complexe militaro-industriel israélien et du succès des ventes d'armes israéliennes à travers le monde. Un succès qui s'explique largement par le fait que la démonstration de l'efficacité de ces armes est faite grandeur nature, à l'encontre des populations palestiniennes des territoires occupés. Nous sommes le 14 septembre 2015, je me trouve au 7 Parnassien pour la projection du documentaire The Lab, réalisé par Yotam Feldman, jeune réalisateur israélien qui a osé s'interroger sur les problèmes de l'armement dans son propre pays. Alors vous allez voir, c'est pas joli, et ça non plus. Mais c'est mieux que le bruit d'une bombe quand même. Pourquoi les armes israéliennes sont-elles si demandées? La technologie de ce pays est parmi les plus avancées au monde. Quand Israël vend une arme, elle a déjà été expérimentée. Cette expérience fait marcher l'économie? Ça rapporte des milliards de dollars au pays. Vous demandez le rapport entre ce film-là et la Palestine. Il est très simple. Les armes qu'Israël fabrique, ils les expérimentent sur les Palestiniens. Israël est devenu au fil des années un important fabricant d'armes. Et pour pouvoir rentabiliser la production d'armes, il est devenu aussi un exportateur important. Il vend donc beaucoup dans des pays émergents, notamment l'Inde, le Brésil, aussi dans des pays où des dictatures, je ne sais pas quel mot employer, mais des régimes en tout cas très autoritaires du monde arabe, dans le Golfe notamment. Pour pouvoir vendre facilement, ils sont prêts à beaucoup de coopération avec les États qui veulent acheter leur technologie. L'Union européenne, théoriquement, en tant que telle, n'est pas une puissance militaire cohérente. C'est l'addition des 28 puissances nationales. Mais elle a mis en place tout un tas de programmes de recherche et de développement dans lesquels Israël a une place particulière et est un des rares, est le seul État non européen à piloter des programmes de sécurité. Au niveau des exportations d'armes, bien sûr qu'Israël n'est pas le seul, il est plutôt à la 5e place. L'exportateur le plus important reste les États-Unis, suivi de la Russie, du Royaume-Uni, de la France, qui est en 4e position. Ce qu'ils veulent, c'est pas instaurer la paix au sens où effectivement les sociétés peuvent cohabiter, vivre ensemble, mais c'est où eux, ils peuvent imposer leur logique. Ils peuvent récupérer les matières premières comme ils veulent. Ils peuvent exploiter cette région-là. Ah, c'est complexe tout ça. Alors on pourrait penser que seul le gain et le pouvoir sont les moteurs de ces personnes qui se cachent derrière le système des armes. Mais quand on va plus en profondeur, comme le fait le réalisateur, on s'aperçoit que... Certains disent, c'est mal de vendre des armes. Chacun a son idée. Le bon, c'est moi qui veux vivre en paix et protéger mon pays. Et le méchant est celui qui n'est pas d'accord avec ça et entreprend des actes dans le but de détruire ma foi dans l'État et les vies de ceux qui me sont chers. Alors Patrice, avez-vous une solution à proposer pour remédier à tout cela?
Nous, les solutions qu'on pense au niveau de l'Observatoire des armements, pour pouvoir avancer sur les choses, on sait bien qu'on ne va pas déclarer la paix du jour au lendemain entre les hommes, c'est déjà qu'il puisse y avoir des débats sur ces questions-là. Même les parlementaires qui sont censés contrôler l'action du gouvernement ne sont pas au courant. C'est le gouvernement tout seul qui décide. Donc il faudrait déjà au minimum que collectivement on décide ensemble des choses. Les armes contribuent à l'augmentation des conflits, à rendre ces conflits plus meurtriers par rapport aux populations. Mais on sait bien qu'ils ne sont pas la seule cause des conflits. C'est cette volonté des hommes de dominer l'autre. Que dire, que faire après tout cela, à part espérer que ceux qui appellent à la paix l'emportent un jour sur ceux qui appellent au conflit, que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou religieuses? Peut-être que la colombe l'emportera sur les bombes. Bien sûr, Israël est loin d'être le seul pays à profiter de conflits pour tester ses armes devant ses futurs clients. Mais Israël a poussé cette logique monstrueuse à l'extrême en maintenant toute une population dans une véritable prison à ciel ouvert, la bande de Gaza, l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, qu'il lui plaît d'utiliser comme champ d'expérimentation sanglant. On se souvient des massacres liés aux opérations militaires plomb durci et bordures protectrices plus récemment. Une seule solution, le boycott. Pour introduire le sujet suivant et surtout le film Fairyland, j'ai invité Maga Ettori. Maga, bonjour. Bonjour. Maga, vous êtes le réalisateur d'une 50aine de films et de téléfilms. Vous avez réalisé Fairyland, dont il va être question dans un instant, et vous êtes également le fondateur de l'Institut citoyen du cinéma. Un mot peut-être juste sur cet institut, s'il vous plaît? Oui, complètement. Alors l'Institut citoyen du cinéma fête cette année son 25e anniversaire, et c'est un organisme qui s'intéresse à tout ce qui concerne le cinéma et l'audiovisuel dans le domaine citoyen. D'accord, donc vous soutenez des films, des projets défendant différentes causes. Tout à fait. Et c'est comme ça, j'imagine, qu'on en arrive à Fairyland, puisque Fairyland est un film d'heroic fantasy, on va dire, mais qui traite directement de la cause animale. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 ans, nous avons mené une enquête, nous avons tissé des liens avec des associations sur les 5 continents, et sur le spécisme et l'antispécisme, en gros, en quoi ça consiste. Donc à partir de là, effectivement, on est rentré dans le thème de la cause animale, et on en a retiré des images qui ont donné lieu à des débats, à des colloques, à des soirées, à des rencontres. Et puis par la suite, moi, personnellement, en tant que cinéaste, j'ai retravaillé sur ces images et j'en ai fait Fairyland. D'accord. Pour nos spectateurs, spécisme, antispécisme, c'est une forme de discrimination entre espèces. Quand on est spéciste, eh bien, on considère que les êtres humains, qui sont des animaux, des grands singes, auraient plus de droits, plus de privilèges que le reste du vivant. Et puis que certains animaux, comme les chiens, les chats, pourraient avoir des droits, tandis que tous les autres animaux pourraient finir littéralement dans notre assiette, tout comme loisir cruel pour les êtres humains. D'ailleurs, en parlant de loisirs, dans votre film, qui est assez étonnant, hein, c'est une sorte d'ovni cinématographique. Il y est question de Dieu qui passe d'un univers à l'autre, d'une sorte de parabole de ce qu'est devenu la Terre, sous le coup justement de la destruction d'un certain nombre d'espèces. On va voir un extrait dans un instant d'une espèce de corrida, je crois, qui met d'ailleurs en avant une mise en abîme, puisque les acteurs que l'on voit manifester, protester contre la corrida, eh bien, ne sont autres que des militants de la cause animale. Oui, tout à fait. Alors nous avons des militants, puis nous avons des comédiens professionnels, et nous avons voulu mêler les deux mondes. Et le résultat est assez surprenant, puisque effectivement nous avons des gens qui sont concernés au premier lieu, qui toute l'année en permanence se battent sur une cause en particulier. Et là nous avons détourné un petit peu cet engagement, et nous l'avons mis en scène autour effectivement de quelque chose d'un petit peu magique, de la mythologie celte. C'était un petit peu l'enjeu. On regarde un extrait.
La dépouille de Leonardo, gisante sur le sol, fut emportée discrètement dans la foule et remise au 269. Voilà, alors là on voit bien les comédiens, militants, etc. Et puis dans votre film, vous avez quelqu'un qui n'était pas un comédien, qui était un chanteur bien connu, Yves Duteil pour ne pas le nommer, dont vous avez fait l'un des personnages importants de ce film. Oui, c'est le personnage principal, c'est le conteur, c'est le narrateur, avec une autre comédienne, Janine Piguet. C'est quelque chose, c'est un vrai cadeau de la part d'Yves Duteil, qui était lui-même engagé dans la cause animale. Bon, c'est vrai que c'est un ami, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de le faire venir au cinéma parce qu'il est absolument fabuleux. Et là, on ne regrette pas parce que c'est vraiment le personnage du film. D'accord. Alors je crois que dans ce film également, on voit quelques-unes des images, en effet, que vous disiez avoir collectées avec l'Institut citoyen du cinéma sur la réalité la plus sordide que vivent les animaux. Est-ce que dans votre film, que nous n'avons pas encore vu, qui doit sortir, c'est peut-être important de le signaler, en mai prochain, de l'année prochaine, est-ce que vous n'avez pas mis, comme parfois les militants de la cause animale le font, un peu trop d'images parmi les plus cruelles, parce que celles-ci sont véritablement difficiles à supporter pour des spectateurs ordinaires? Alors, le film va sortir en mai prochain en sortie nationale, mais il a déjà été diffusé une première fois, et il va être rediffusé dans le cadre de la COP 21. Nous allons faire une série de débats autour de Fairyland. Mais en revanche, pour répondre à votre question sur les animaux, notre objectif n'est pas de choquer, notre objectif c'est de créer de l'empathie. Je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, nous voyons effectivement quelques plans d'un taureau dans une corrida, et ce taureau est marqué, il a un numéro. Et quand nous avons tourné les séquences avec le comédien, pour montrer que le dieu pouvait prendre la place du taureau, nous avons marqué le comédien de la même façon. Voilà. Donc l'objectif n'est pas de créer du choc pour créer du choc, mais de créer de l'empathie, de se dire c'est un de nos frères, c'est un être vivant, ça pourrait être nous. D'accord. Ce film aurait pu être particulièrement difficile à regarder du fait de la réalité sordide que vivent les animaux. Heureusement, vous y avez ajouté de très nombreux ingrédients d'heroic fantasy, de cet univers médiéval, fantastique, qu'apprécient tant les amateurs peut-être du Seigneur des Anneaux ou d'autres mythologies de ce type. Et puis pas mal d'humour aussi. Donc on va voir un petit extrait amusant qui montre aussi la légèreté dont est capable ce film, votre film Maga. Maga Ettori, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler un petit peu de ce film. Alors vous en êtes, comme vous le disiez, aux avant-premières, donc nous invitons tous nos spectateurs à se tourner vers leurs salles d'arrêt d'essai, cinémas municipaux, municipalités, pour essayer de trouver des salles pour que ce film soit diffusé le plus possible avant sa sortie en mai 2016, afin que celle-ci soit un véritable succès. C'est tout le bien que l'on peut vous souhaiter. Merci. Docu Perú est un collectif de militants péruviens qui existe depuis 17 ans. Il organise des ateliers de réalisation et d'initiation au documentaire participatif avec les exclus ou les révoltés du système néolibéral imposé au Pérou sous l'ère du président Fujimori en 1980. Au nombre des victimes de ce système, les communautés andines et selvatiques, considérées par l'État comme des sous-citoyens et dont les terres sont confisquées au profit des firmes multinationales.
L'Alter-JT s'est rendu à l'un de ces ateliers proposés à 4000 mètres d'altitude à Hacha, dans la région de Cusco. Les participants ont pu y acquérir des outils audiovisuels pour mieux se défendre à une époque où l'usage de caméras personnelles peut faire reculer la répression et aider à mobiliser largement. Une façon concrète aussi de proposer une autre information à des populations manipulées par les médias des dominants. La colonisation des Indiens des Andes ne s'est pas arrêtée à l'indépendance de l'Amérique du Sud au début du 19e. Au Pérou, la réforme agraire des années 1960 les a certes libérés du système féodal des haciendas, cependant ils doivent maintenant faire face à la soif de minéraux du système néolibéral dont les multinationales s'emparent des Andes. Afin de permettre aux communautés andines de défendre leur identité culturelle hors système et leur territoire, Docu Perú organise des ateliers de création de documentaires participatifs. No hemos venido a solamente hacer productos de comunicación. Nosotros decimos que hacemos procesos de comunicación humanos. Somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas y nos gusta hacer esta dinámica de, por ejemplo, plantear qué hay en mí que me define. Y uno es el primer punto de partida para hacer comunicación, la cuestión subjetiva. Somos seres humanos y tenemos pasado, tenemos historia. Tengo una especie de turbante, es un símbolo de resistencia muy importante. El turbante fue como la prenda de vestir en el cual las mujeres guardaron las semillas y guardaban el oro para poder escaparse cuando fueron esclavizadas y poder escaparse para formar palenques y territorios libres y luego con esas semillas comenzar a sembrar y producir alimento para su comunidad. Lo que a mí más me identifica es una cámara, ¿no? Que me mandaron a golpear, me quitaron muchas veces mi cámara, pero sin embargo esta es la última que tengo. 4 groupes sont partis filmer dans des communautés différentes. Durant les 2 jours de tournage, notre groupe a été régulièrement invité à manger et à boire la chicha, boisson de maïs fermenté. Cependant, certains paysans sont devenus méfiants envers les étrangers, car 90% des terres de la communauté ont été concédées par l'État à des multinationales minières. Meliton, qui a proposé le sujet de notre documentaire, l'organisation communale d'Amancay, explique nos intentions à l'Assemblée communale réunie ce jour-là. El texto es una influencia europea que fue impuesta a nosotros. De lo que tenemos que rescatar es eso, la oralidad. Y no le vamos a meter un texto que me va a explicar la agüita o caja por... No, es un texto poético. Que es poético. Juntarse con la imagen, eso va a ser el documental. ¿Por qué nacen los conflictos sociales? Por ejemplo, en Espinar, las empresas mineras ingresan a los territorios con muchas promesas, ¿no? Sin embargo, por el paso del tiempo no cumplen nada de ello. Si cumplen una mínima parte. Lógicamente no dicen que van a, por ejemplo, desaparecer una comunidad o van a desaparecer una laguna o un manante o van a afectar la cuenca del río. Bueno, es un pequeño documental que va a mostrar la realidad de un pueblo que ha venido siendo sometido no solamente por el Estado, sino también por la empresa minera y por tantas muertes que han habido en Espinar, pues considero que no deben de ser impunes. Y nosotros como hijos espinarenses tenemos el deber moral de mostrar, de difundir y de defender, ¿no? De lo poco que todavía aún nos queda. Bueno, es por eso que he venido a este taller, bueno, también por invitación que me han hecho. Le festival Ciné Alter Natif, organisé par l'association de la Plume à l'écran, est de retour avec une large sélection de films représentatifs de la richesse de la production audiovisuelle amérindienne la plus récente. Depuis 2009, cet événement unique en Europe est le seul à se consacrer intégralement au cinéma amérindien et à célébrer les créations autochtones, tout genre et tout format confondus. Il se tient début octobre dans des villes comme Grenoble, Nantes et Paris.
On se retrouve bien sûr pour de nouvelles informations indépendantes et alternatives dans une prochaine édition de notre Alter JT. D'ici là, on lâche rien.